Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour Delphonse. Non, je vais très bien. Bon, disons que je me suis absenté pendant quelques temps de Togo. Je suis revenu quand même il y a quelques mois. Disons, je me porte bien. Le parti, comme tous les autres partis, comme la vie politique au Togo, il y a des petits problèmes. Après les élections de 2020, vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes entre les partis d'opposition. Et puis il y a eu la Covid qui est passée par là. Donc tout ça, ça a entraîné une certaine morosité de la vie politique au Togo, que ce soit dans le parti politique, dans notre parti comme dans les autres partis. Disons que nous reprenons un peu doucement. Et puis mon absence aussi, ça n'a pas aidé. Mais nous sommes en train de reprendre les activités. Qu'est-ce qui se passe? Disons que tout ce qui s'est passé en 2020, c'était comme une massue sur la population togolaise. On ne s'attendait pas à ce dénouement, même si on peut dire qu'on est habitué. Mais chaque fois, on pense qu'il y aura un changement, un véritable changement dans le comportement des partenaires politiques, disons d'unir, pour qu'une fois pour toutes, que la vérité de ce soit dite. Bon, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu... non, la population ne sait plus à quel sens se vouer est un peu découragé par des années de lutte qui n'ont rien donné. Ensuite, il y a le Covid et le gouvernement, avec les mesures que le gouvernement a prises pour essayer de contrôler la Covid, l'expansion, la diffusion, la propagation de la pandémie. Ça aussi, ça n'a pas permis aux partis politiques de mener leurs activités. C'est dans ce sens que les gens pensent que l'opposition est morte. Mais ce n'est pas tellement le cas, parce que quand moi je suis revenu après près de 2 ans d'absence, je suis parti sur le terrain, j'ai mené quelques activités politiques. Il y a des partis politiques actuels au Togo qui font des activités. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi dans une grande envergure comme par le passé, mais quand même, je crois qu'il y a du travail qui se fait pour essayer de redonner confiance un peu à la population, pour savoir que cette population doit reprendre la lutte, le combat pour elle-même, pour que la vie change un peu. Donc l'opposition n'est pas morte, il y a changement de comportement, de stratégie, mais il faut reconnaître que les activités politiques ont véritablement diminué à cause du comportement que le gouvernement a eu pour essayer de contrôler les manifestations, pour ne pas dire pour interdire les manifestations des partis politiques d'opposition. Rester ensemble, bon, je sais, c'est juste, bon, vous savez, nous avons fait des efforts pour essayer, surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez tout ce qui s'est passé, les insultes, les diffamations, les mensonges sur des leaders politiques. Donc ça rend un peu méfiant les leaders politiques de se remettre ensemble pour travailler. Mais nous savons que c'est une voie obligée. Nous sommes obligés de travailler ensemble pour continuer, pour avoir un certain résultat si nous voulons véritablement qu'il y ait un changement dans le pays. C'est difficile, d'accord, je crois qu'il y a beaucoup plus de méfiance actuellement qu'auparavant, mais nous sommes obligés de passer par là. Il y a quelques tentatives, ce n'est pas encore explicite, donc nous continuons à voir. Peut-être que ce que moi je dis aux gens, c'est si on n'y arrive pas, ce n'est pas ce que l'on souhaite, mais il faut plutôt considérer que changer de stratégie en pensant que nous avons tous un adversaire commun. Peut-être que si on va dans ce sens, il est possible qu'à la fin, on puisse se retrouver. Mais vouloir l'unité avant de commencer par agir, je crois que ce serait difficile maintenant. On laisse chacun faire son espoir, travailler son champ et après on va se retrouver. Je crois que par cette voie, il est possible qu'on puisse trouver quelque chose. Ce serait un peu plus difficile qu'auparavant. Mais nous n'avons pas d'autre choix que d'entrevoir travailler ensemble.
Bon, disons que pour le gouvernement, la situation actuelle arrange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation. Mais c'est antidémocratique. Bon, nous ne sommes pas totalement dans une démocratie, mais ce n'est pas une bonne chose. Disons que dire que les manifestations peuvent reprendre comme auparavant, il peut toujours avoir une étincelle. Vous vous rappelez, en 2017, on ne s'attendait pas à ce que les manifestations reprennent, mais avec une telle ampleur, mais ça s'est passé. Il est possible que ça reprenne. Mais généralement, ce que je recommande aux gens, si les manifestations sont difficiles à organiser actuellement, et c'est que le gouvernement fait tout pour qu'il n'y ait pas tellement de manifestations publiques, du moins de grande ampleur, il faut trouver d'autres stratégies pour approcher et sensibiliser la population. C'est sur ça que nous devons travailler et que moi je travaille. Non, c'est sérieux la cherté de la vie. Parce que je connais un cas où une femme était partie au marché le samedi, et elle est revenue, elle tremblait à cause du coût des denrées qu'elle a dû acheter. Ça, c'est un fait. Bon, qu'est-ce qu'il explique que c'est? Bon, il y a la guerre d'Ukraine, comme on dit. Il y a la reprise économique dans les pays, dans certains pays, parce que lorsqu'il y a reprise, automatiquement, lorsque l'offre n'a pas suffisamment préparé, lorsque les entreprises ne sont pas prêtes, donc ça crée une surchauffe, il y a inflation. Bon, ensuite, il y a des mesures que l'on prend. Malheureusement, le gouvernement n'a pas pris ces mesures pour apaiser la souffrance des populations ici. Je crois donc, si on doit résumer, c'est la reprise économique, la guerre en Ukraine qui entraîne l'applacement de certains pays. Et la pandémie aussi qui a contribué à que la production soit diminuée en certains endroits. Mais avec la reprise économique, il y a eu cette chose. Mais le gouvernement aurait dû prendre des mesures pour apaiser apaiser la souffrance de la population, ce que le gouvernement n'a pas fait. Les mesures prises s'intéressaient à une partie de la population, même si elles étaient d'abord par ailleurs insuffisantes, mais elles se préoccupaient surtout des fonctionnaires, des gens qui travaillent. Vous voyez, lorsqu'on donne une indemnité aux travailleurs pour le transport, il y a quel est le pourcentage de la population togolaise qui prend le transport? Lorsqu'on augmente les salaires, lorsqu'on augmente les pensions, ce qui est une bonne chose par ailleurs, hein, mais quel est le pourcentage de la population qui va bénéficier de ces avantages? Donc je crois qu'il fallait prendre des mesures qui avantagent une grande partie de la population plutôt que centrer des mesures sur un pourcentage très limité de la population. Les mesures prises, je ne sais pas si ça préoccupe, si ça intéresse 10% de la population, sauf les mesures d'engrais, mais malheureusement les gens qui utilisent les engrais, la période durant laquelle ils ont besoin d'engrais était déjà passée. Donc c'est des mesures que je crois que le gouvernement devait revoir sa copie sur ce plan. Il se trouve que j'étais présent là-bas quand il y a eu, entre guillemets, la bavure de l'armée. J'y étais. Bon, c'est dommage ce qui s'est passé. En fait, même, je crois que j'étais la première fois et puis j'étais retourné lorsqu'il y a eu cette bavure. Le djihadisme, on sait que ça a commencé depuis. Bon, les gens remontent ça à lorsqu'il y a eu le problème du fils en Algérie. Vous vous rappelez, il y a eu des élections, les islamiques avaient gagné, mais le gouvernement n'avait pas voulu leur donner la victoire. Il semblerait que ça a commencé par là. Bon, peut-être qu'il y avait des mouvements avant, mais c'est à partir de là que ça a commencé. Bon, ce que je regrette, c'est que lorsqu'ils ont gagné le Mali, le Burkina et le Niger, je crois qu'il devait y avoir une réponse de la CEDEAO, en tout cas de la région, et non laisser ça aux pays individuels. Parce que maintenant, on voit que ça s'étend dans toute la région. Deuxième chose, la dégradation du niveau de vie dans les zones rurales. Lorsqu'il y a une grande partie de la population qui ne se sent pas concernée par ce qui se passe dans l'activité économique et la pauvreté augmente, il va de soi que les jeunes ont tendance à écouter les sirènes du djihadisme parce qu'ils ont de l'argent, ils financent et ça entraîne les jeunes. Et troisième chose, disons que chez nous, le fait que certaines personnes se sentent
brimés par la population et par les gouvernants en place, ça aussi, ça n'aide pas. Lorsque vous avez, supposons dans un village, il y a des problèmes fonciers et une partie de la population pense qu'elle est jugée, il va de soi qu'ils vont vouloir, peut-être à tort ou à raison, ils vont penser qu'en s'alliant à d'autres qui vont créer des problèmes à ceux qui sont au pouvoir, ça les aide. Donc les jeunes également pensent que bon, c'est facile, surtout actuellement avec le niveau de moralité que nous avons, le gain facile, donc on leur donne de l'argent en oubliant que plus tard ils auront à payer. Donc, ils vont aller là-bas, ils vont faire des choses et qu'ils vont regretter plus tard, mais ce serait trop tard. Donc il y a tout ça, et puis la justice aussi qui ne fonctionne pas correctement. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a été arrêté parce que lors d'une séance de sensibilisation sur le djihadisme, il aurait dit des choses qui n'auraient pas intéressé certaines personnes. Il a été arrêté. Ouais, alors que pour vaincre le djihadisme, il faut nécessairement une collaboration entre la population et l'armée en particulier et les autorités. Malheureusement, ce point-là n'est pas très bien traité. Évidemment, on invite la population à collaborer, mais on ne fait pas des efforts pour améliorer les relations entre les gouvernants, l'armée et la population. Donc ça aussi, ça n'aide pas. J'ose espérer qu'il y aura des efforts pour améliorer la situation. Puis les renseignements. Ouais, on prend plus d'énergie pour les renseignements politiques. On peut être intéressé pour ce que Bougué dit lorsqu'il va dans la région de Savane, à monsieur va savoir ce qu'il fait, au lieu de chercher à voir s'il y a des mouvements djihadistes ou pas. Donc c'est des petites erreurs qu'il faudra chercher à corriger. Bon, en principe, bon, je n'étais pas là quand il y a eu les premières élections, sur les premières réunions sur les élections du CPC, du cadre de dialogue entre les partis politiques, les acteurs politiques, cadre de concertation des acteurs politiques. Bon, mais ce que je sais, c'était prévu pour que les élections aient lieu en mars, les élections régionales. Évidemment, il y a beaucoup de débats pour savoir si oui ou non il faut aller aux élections sans changement de cadre électoral. Pour moi, a priori, c'est difficile dans une dictature ou bien dans un système politique comme le nôtre de penser que par les élections, on puisse résoudre quelque chose. Pas les élections exclusivement. Mais je pense que les élections peuvent aider à faire quelque chose. Par exemple, je dis souvent que durant la campagne, on a la possibilité de parler, d'expliquer les choses aux populations, de sensibiliser. C'est un élément. Donc pour moi, dire qu'on a eu l'expérience de boycott des élections et de participation aux élections au Togo. On a eu plusieurs expériences comme ça. En 2002, nous avons boycotté les élections législatives. Le RPT avait une assemblée nationale entre guillemets monocolore. Ils ont changé la constitution. C'est derrière cette constitution que nous courons toujours. En 1993 d'abord, oui, nous avons boycotté les élections présidentielles. Et Adama a été élu sur un fauteuil, il est resté au pouvoir jusqu'à son décès. Donc, et puis en 2018, dernièrement, nous avons boycotté les élections législatives et les partis politiques sont en train de payer sa chère, d'opposition, je veux dire, sont en train de payer sa chère sur le terrain. Donc, pour moi, dire qu'on ne va pas aux élections, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Donc, nous devons retrousser nos manches pour sensibiliser la population, en espérant que la population comprendra pour choisir le bon côté. Vous savez, c'est assez complexe. Pour moi, le coup d'État, c'est un moyen de changer lorsque vous n'avez plus tout. Si le système électoral est correct, on ne doit pas admettre le coup d'État. Ça, c'est très clair pour moi, c'est très clair. Ça, c'est le point final. Donc, on ne devrait pas admettre le coup d'État. Mais lorsque des gens sont au pouvoir, patrouillent les constitutions, et font des fautes flagrantes durant les élections, achat de conseils, etc. Et si c'est la seule voie, oui. Mais la seule voie, il faut faire très attention parce que ce ne sont pas les militaires seuls qui sont conscients des problèmes du pays. Donc, si vous prenez le cas du Mali, par exemple, la population malienne s'était levée contre Ibeka avant que
le coup d'État n'intervient. Donc, les professeurs, les journalistes, les médecins, les juristes, les magistrats, etc., les hommes du secteur privé sont conscients des problèmes que la population vit avant le coup d'État. Mais c'est les militaires qui arrivent à prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des armes. Je ne dis pas que les militaires ne sont pas habilités ou bien n'ont pas les compétences pour diriger. Mais ils peuvent diriger. Une fois le coup d'État fait, parce qu'ils ont utilisé les armes pour faire le coup d'État, mais les responsables du coup d'État doivent quitter l'armée s'ils veulent continuer à diriger. Moi, j'ai apprécié très bien ce que Traoré voulait faire, le capitaine Traoré, celui qui a fait le coup d'État dernier au Burkina, en voulant laisser le pouvoir aux civils, en tout cas à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, c'est la population en général qui a dit non, il faut qu'il reste. Donc pour moi, lorsque les militaires font le coup d'État, parce qu'il n'y a pas les autres moyens pour le changement du gouvernement sont inefficaces, du fait que le pouvoir contrôle tout, ils doivent quitter l'armée s'ils veulent continuer à diriger et retourner à l'armée, faire le rôle qui leur revient. Pour moi, c'est assez simple aussi, c'est pour ça. Donc, et ça, ce n'est pas la première expérience. On a connu des cas, je crois, au Bénin. Un coup d'État avait installé, j'ai oublié qui a fait le coup d'État, je me rappelle plus de son nom. Il a installé Sissou au pouvoir. Mais après, bon, le militaire qui a fait le coup d'État voulait que Sissou fasse des choses, dont de l'argent, etc. Ce que Sissou a refusé. Je parle d'Ernest Sissou, pas d'Ernest Sissou. Et c'est là que celui qui avait fait le coup d'État a repris son pouvoir. C'est ça. Donc, moi, je crois que c'est ainsi. Et je me dis que les gens me disent, mais non, ils ont fait le coup, ils ont les idées, ils peuvent continuer. Mais je me dis, lorsque vous faites le coup, vous ne devez pas du jour au lendemain pour faire un coup. Vous devez observer dans la vie, dans la société, s'il y a des gens qui partagent les idées que vous voulez mettre en application. Une fois que vous leur remettez ça, ils continuent. Mais si vous voulez l'appliquer, vous quittez l'armée pour cela, parce que c'est l'armée qui maintient les gens là au pouvoir et c'est l'armée qui fait le coup d'État. Donc le coup d'État, à cause du système de contrôle du pouvoir des gens qui sont au pouvoir, à cause de l'inefficacité des autres moyens pour changer le gouvernement, en ce moment le coup d'État est un dernier recours. Mais celui qui fait le coup d'État doit quitter l'armée s'il veut diriger le pays. Non, la CEDEAO ne peut pas gérer parce que la CEDEAO s'est mise en mauvaise posture. Lorsque vous prenez la CEDEAO, le protocole sur la bonne gouvernance, et la CEDEAO n'applique pas, chaque fois ils disent que les élections se sont bien déroulées, alors qu'ils savent que les élections ne sont pas bien déroulées. La CEDEAO peut bien gérer si la CEDEAO applique a priori les accords qui entre les pays, appliquent le protocole de bonne gouvernance. Vous voyez en Guinée, Condé ne devait pas faire le troisième mandat, il a changé la constitution, il y est. En tout cas, il a pris le pouvoir, il a martyrisé la population, il y a eu coup d'État. Bon, dans certains pays, il n'y a pas de coup d'État, mais si les circonstances le permettent, il aurait pu avoir des coups d'État là-bas. Pour le Mali, même les élections, le deuxième mandat de Ibeka, il semble que les élections n'étaient pas du tout transparentes. Et puis la corruption, la gestion était calamiteuse dans ce pays. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour... Je crois qu'ils doivent trouver des moyens pour rappeler à l'ordre les responsables pour que la gouvernance soit bonne. Si la gouvernance est bonne, il ne va pas avoir de problème. Donc, ce n'est pas la peine de laisser une mauvaise gouvernance et après dire aux gens qu'il ne peut pas avoir de changement anticonstitutionnel parce que le coup d'État rentre dans ce domaine. Ils sont contre les révolutions qui font partie des chefs d'État aussi. Vous vous rappelez du cas du Togo de 2017-2018. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Mais alors, il faut faire appliquer les textes. Quand vous ne faites pas appliquer les textes, c'est difficile après de dire aux gens pas de coup d'État, pas de révolution. Non, c'est que le peuple, les gens disent que le peuple a beaucoup fait, s'est beaucoup sacrifié.
Mais en fin de compte, c'est le peuple qui doit tout faire pour qu'il y ait changement. D'accord qu'il faut des leaders qui galvanisent le peuple, que le peuple peut suivre. Mais quand même, le peuple doit savoir qu'il doit faire beaucoup plus d'efforts. Je donne toujours l'exemple si vous prenez l'exemple des années 90 et de ce qui s'est passé en 2017-2018. Vous voyez qu'en 90, toute la population se levait contre le système. En 2017-2018, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas du tout le cas. Même s'il y a des masses qui sortent, qui marchaient, vous savez que certaines villes étaient calmes. Vous savez que des quartiers de Lomé étaient calmes. Et vous savez qu'il y a des corps, des couches sociales qui ne bougeaient pas. Bon, je dis aux gens que mais vous pouvez avoir 1 million de personnes qui bougent à Lomé, mais si vous ne voyez pas les magistrats dans leur, comment on appelle, toge, les professeurs d'université, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas les médecins, les professeurs de médecine qui sortent. Vous ne voyez pas les hauts cadres de l'administration publique qui marchent. L'effet n'est pas d'accord qu'il y a effet de masse, mais vous ne voyez pas ces composants de la société. C'est un peu difficile. Ça, les gens ne savent pas de comprendre ça. Parce que si c'est le cœur même du pouvoir, le pouvoir est assis sur ces groupes sociaux. Malheureusement, ici, il y a, disons quand même, il y a des individus, des professeurs d'université qui marchaient avec nous. Il y a d'autres médecins qui sont sympathisants de nous. Mais si vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina pour que Blaise parte, ces gens marchaient dans la rue. C'est la même chose qui s'est passé en Algérie. D'accord que ça n'a pas abouti, mais vous vous rappelez, les magistrats sortaient, marchaient. Mais sinon, les fonctionnaires ne veulent pas marcher. Pourquoi? Ils sont satisfaits de la situation. Les médecins, tu ne verras pas les médecins dans leur blouse marcher. Tu ne verras pas les professeurs de l'université faire ça en tant que corps. Les avocats, vous vous rappelez, dans les années 90, c'est les avocats qui ont lancé le mouvement. Est-ce que vous avez vu ça maintenant? Vous ne voyez pas ça. Donc, la population, d'accord que la population fait, les jeunes, beaucoup de jeunes se sacrifient, mais il reste encore un peu. Aussi longtemps qu'on n'a pas obtenu les résultats, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment fait. Donc, c'est difficile à dire, mais que si on veut véritablement un changement, il faut que la population monte en adhésion sur toutes les territoires nationaux et dans toutes les composantes de la société. Professeur Megobi, merci. Merci, Delphonse. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.